Dans les décennies précédant la Seconde Guerre mondiale, la vie juive en Europe était une tapisserie complexe, vibrante et profondément enracinée dans des traditions anciennes. La vie juive en Europe était une tapisserie complexe, vibrante et profondément enracinée dans des traditions anciennes. Chaque communauté avait son propre rythme, marqué par des fêtes, des prières, des langues chantées et la mémoire persistante de générations habituées à survivre entre des périodes de prospérité et des vagues cycliques d'hostilité. À travers le continent, des shtetls de Pologne et des pays baltes jusqu'aux quartiers bourgeois de Vienne ou de Berlin, le judaïsme européen s'exprimait sous des formes multiples et, surtout, vivantes. À Varsovie, par exemple, une ville où plus d'un tiers de la population était juive, le son du yiddish mêlé au polonais faisait partie intégrante du paysage urbain. À Berlin, les universités accueillaient de jeunes juifs qui aspiraient à devenir médecins, avocats ou ingénieurs. À Paris, la vie intellectuelle juive rayonnait depuis les cafés et les cercles culturels où l'on débattait des idées de modernité, d'identité et d'assimilation. Beaucoup de Juifs s'identifiaient profondément à leur pays de résidence. L'intégration culturelle avait progressé de manière significative en Allemagne occidentale depuis la fin du XIXe siècle. Là, les familles juives dominaient les secteurs de la banque, du droit, de la médecine et des arts et avaient développé une forte identité nationale allemande. En France, après le traumatisme de l'affaire Dreyfus, la Troisième République avait œuvré à consolider les idéaux d'égalité et de citoyenneté, permettant une intégration plus stable. Parmi les Juifs d'Europe centrale et occidentale, l'idée prédominante était que l'antisémitisme, bien qu'encore présent, était en déclin et appartenait surtout à des milieux ultra-conservateurs sans véritable capacité d'influencer la politique moderne. Cependant, en Europe orientale, le panorama présentait d'autres nuances. Des régions comme la Pologne, la Roumanie ou l'Ukraine abritaient des communautés juives immenses, diverses et souvent pauvres. Les shtetls, petits bourgs, où la vie religieuse était le centre de l'existence, conservaient des traditions qui seraient presque entièrement détruites quelques années plus tard. Dans ces espaces coexistaient des rabbins érudits, des commerçants, des artisans, des tanneurs, des imprimeurs, des tailleurs et des maîtres qui consacraient leur vie à l'étude du Talmud ou au maintien des activités communautaires. Les synagogues étaient le cœur du village et la vie quotidienne se déroulait entre foires, marchés, petites querelles, mariages joyeux et un profond sens de solidarité. Dans les grandes villes comme Łódź ou Cracovie, la communauté juive se divisait entre une classe ouvrière liée à l'industrie textile, une bourgeoisie commerciale croissante et une élite intellectuelle qui participait activement à la politique de leur pays. Les partis sionistes, socialistes et religieux débattaient de différentes visions d'avenir. Certains défendaient une intégration pleine et entière dans les États modernes. D'autres encourageaient l'émigration vers la Palestine. D'autres encore plus traditionnels croyaient en la préservation de la vie communautaire telle qu'elle avait existé durant des siècles. Cette diversité de perspectives formait un écosystème culturel unique, mêlant ouverture modernisatrice et force des anciennes coutumes. Malgré les avancées dans de nombreuses régions, la tension demeurait un élément constant. Dans divers points d'Europe orientale persistaient les pogroms, hérités du XIXe siècle, qui se ravivaient quand la situation économique ou politique devenait critique. Des pays comme la Roumanie connurent des vagues de violence et de discrimination encouragées par des mouvements ultranationalistes. En Pologne, la concurrence économique et politique entre milieux catholiques et juifs provoqua des protestations, des boycotts commerciaux et des restrictions touchant les étudiants juifs dans les universités. Ces épisodes, bien que ponctuels, marquèrent la mémoire collective. Ils avertissaient que la stabilité pouvait se briser du jour au lendemain. En Allemagne, entre-temps, le ressentiment né après le traité de Versailles alimentait des discours qui désignaient les Juifs comme responsables de la défaite et de la crise économique. Bien que cette vision ne fût pas majoritaire avant 1933, elle disposait de porte-voix puissants dans des partis extrémistes qui employaient un langage incendiaire. Cependant, de nombreuses familles juives allemandes se sentaient en sécurité, faisaient confiance aux institutions républicaines et n'imaginaient pas que cet antisémitisme marginal deviendrait une politique d'État. La culture juive florissait sur tous les fronts. La littérature yiddish vivait un âge d'or avec des auteurs comme Sholem Aleichem,
dont les récits sur la vie dans les shtetl résonnaient auprès de lecteurs de divers pays. Le théâtre juif était une force artistique qui voyageait de Vilna à New York avec des compagnies qui représentaient des drames, des satires et des œuvres historiques. Sur le plan religieux, le hassidisme conservait un large suivi, surtout en Pologne et en Hongrie, où les rebbes exerçaient une influence morale et spirituelle. Parallèlement, des mouvements réformistes et libéraux créaient de nouvelles interprétations de la pratique religieuse, notamment en Allemagne et en Autriche, où les synagogues introduisaient de la musique moderne et des prêches en langue vernaculaire. La vie juive se nourrissait également de tensions internes. Certains jeunes estimaient que le modèle traditionnel était resté figé face aux exigences du monde moderne. Les nouvelles générations, influencées par le socialisme et les mouvements ouvriers, cherchaient une identité davantage politique que religieuse. En contraste, des secteurs orthodoxes voyaient avec inquiétude la modernisation rapide et le risque d'assimilation. Ces discussions s'intensifiaient dans les réunions communautaires, dans les journaux et dans les rues, créant une atmosphère vibrante caractéristique des grandes villes à présence juive. La situation économique variait fortement selon les régions. À Vienne, avant l'annexion nazie, les Juifs occupaient des positions clés dans la médecine, l'édition et la musique. À Berlin, ils étaient des figures marquantes des cabarets, du cinéma et de l'architecture. En Europe orientale, en revanche, une large partie de la population juive survivait grâce à des métiers modestes. Malgré cela, même dans les lieux les plus humbles, l'éducation constituait une valeur centrale. Les écoles juives, tant religieuses que laïques, formaient une génération alphabétisée dotée d'une forte identité culturelle qui s'exprimait à travers l'étude, la musique et la vie communautaire. Tout cela coexistait avec un détail silencieux, un sentiment croissant de vulnérabilité, perçu surtout par ceux qui suivaient attentivement la politique européenne. Les discours nationalistes qui se répandaient en Allemagne, en Italie et dans certaines parties de l'Europe orientale incluaient un antisémitisme de plus en plus explicite. Malgré cela, peu imaginaient l'ampleur du cataclysme qui se profilait. La majorité pensait que leur vie se déroulerait, comme toujours, entre hauts et bas, négociations avec les autorités locales et cette capacité d'adaptation persistante qui avait caractérisé le judaïsme européen durant des siècles. En 1933, l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir suscita de l'inquiétude, mais pas une panique immédiate. De nombreux dirigeants communautaires allemands estimaient que le nouveau gouvernement durcirait ses politiques, mais que les institutions de l'État de droit limiteraient tout excès. Personne n'entrevoyait encore que les anciennes tensions, les ressentiments nationalistes et les théories conspiratives allaient devenir un programme systématique de persécution. La montée de l'antisémitisme nazi. Lorsque Adolf Hitler prit le pouvoir en janvier 1933, l'antisémitisme, qui avait été pendant des décennies un courant marginal et bruyant en Allemagne, devint soudainement la doctrine officielle de l'État. Pour des millions de Juifs européens, en particulier ceux qui vivaient dans les territoires sous influence allemande, ce changement signifia el comienzo d'une transformation profonde et méthodique de leur vie quotidienne. Ce qui jusque-là n'avait été que des insultes, des caricatures offensantes ou une discrimination occasionnelle se transforma en une machinerie légale, politique et sociale destinée à les expulser, les dégrader et les isoler pas à pas. Dès le premier jour, le régime nazi comprit que l'exclusion devait se construire avec une apparence de légitimité, utilisant lois, décrets et propagande pour normaliser la persécution et en faire une habitude au sein de la société allemande. Le processus fut immédiat et systématique. Quelques semaines après l'arrivée de Hitler au pouvoir, le nouveau gouvernement lança le boycott national des commerces juifs, présenté comme un acte de défense contre de prétendues conspirations internationales. Les SA se postèrent devant des magasins, des cabinets médicaux et des bureaux d'avocats juifs, peignant des étoiles de David et des slogans menaçants. Bien que le boycott n'ait duré qu'1 jour, il marqua un tournant. L'État avait déclaré publiquement que les Juifs étaient un ennemi intérieur. C'était la première étape d'un mécanisme qui allait se refermer sur eux avec une précision calculée. À partir de 1933, le régime promulgua des lois destinées à éliminer les Juifs de la vie professionnelle. La loi pour la restauration de la fonction publique professionnelle expulsa des milliers d'enseignants, professeurs d'université, juges et employés d'État. Des médecins juifs perdirent leur licence.
Des avocats furent interdits d'exercer et des artistes virent leurs œuvres retirées des musées et des théâtres. L'exclusion professionnelle ne fit pas seulement basculer dans la pauvreté des dizaines de milliers de familles. Elle détruisit des structures sociales entières, éroda les liens communautaires et transmit un message clair de marginalisation. En parallèle, Joseph Goebbels, ministre de la propagande, transforma l'antisémitisme en un élément quotidien. Films, actualités, journaux et radios répétaient sans répit l'idée que les Juifs étaient responsables de la décadence économique, morale et culturelle du pays. Des revues comme Der Stürmer inondèrent les rues de caricatures grotesques, renforçant des stéréotypes médiévaux et pseudo-scientifiques. Cette propagande ne cherchait pas seulement à convaincre, elle cherchait à saturer. La répétition constante transformait le mensonge en un paysage mental dont la population allemande pouvait difficilement s'échapper. La science fut également instrumentalisée pour renforcer cette narrative. Les théories pseudo-biologiques de la pureté raciale gagnèrent du terrain dans les universités et centres de recherche. Les conférences sur l'hygiène raciale se multiplièrent et des concepts comme sang allemand ou race aryenne commencèrent à être utilisés comme catégories officielles de l'État. L'objectif était de créer un cadre intellectuel qui légitimerait l'exclusion, de sorte que la population l'aperçoive non comme de la haine, mais comme une politique nécessaire pour préserver la santé du pays. Entre 1933 et 1935, cette construction idéologique prépara le terrain pour un saut qualitatif. Le 15 septembre 1935, lors du congrès du parti à Nuremberg, le régime promulgua 2 décrets fondamentaux, la loi sur la citoyenneté du Reich et la loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand. Avec ces lois, les Juifs cessèrent d'être citoyens allemands et il leur fut interdit de se marier ou d'entretenir des relations avec des personnes considérées comme de sang allemand. De plus, l'État définit juridiquement qui était juif non selon la religion, mais selon l'ascendance familiale. Ce changement fut dévastateur. Il transforma l'identité juive en une marque légale qui ne pouvait être modifiée par conversion, intégration ou patriotisme. Le judaïsme devint une condition héritée et inaltérable. Après Nuremberg, les restrictions se multiplièrent. Expulsion des écoles publiques, interdictions sportives, limitations commerciales, confiscation d'entreprises, restrictions de mouvements et marquages administratifs. Chaque nouvelle mesure s'accompagnait de propagande destinée à convaincre la population que cette exclusion était nécessaire pour protéger l'Allemagne. L'antisémitisme devint non seulement une politique d'État, mais aussi un mandat social qui trouvait écho dans des secteurs voyant dans les Juifs un bouc émissaire utile en temps de crise. En Autriche, la situation s'aggrava avec l'annexion de 1938. Après l'Anschluss, les humiliations publiques furent brutales. Des Juifs furent forcés de nettoyer les rues à genoux, des commerces furent pillés et des synagogues détruites par des foules encouragées par les autorités nazies. La violence fut immédiate, spontanée et profondément symbolique. L'Autriche montra au Reich que la haine pouvait s'étendre rapidement lorsque l'autorité la validait. Des milliers de familles juives commencèrent à chercher désespérément des visas pour émigrer, mais le monde, pris entre crises économiques et peurs politiques, fermait ses portes l'une après l'autre. La conférence d'Évian, tenue la même année, révéla que la communauté internationale n'était pas disposée à accueillir un afflux massif de réfugiés juifs. La combinaison d'exclusion légale, de propagande constante et d'humiliation publique éroda les dernières espérances de ceux qui croyaient encore que l'hostilité était passagère. Chaque semaine semblait instaurer une nouvelle norme, effacer un droit et réduire les marges de survie. En 1938, les Juifs vivaient dans un état d'asphyxie légale, acculé entre restrictions économiques et un climat social empoisonné qui normalisait la violence. Beaucoup tentaient encore de maintenir des routines, écoles improvisées, activités communautaires, entraide. Mais le pays qu'ils avaient connu, celui de la coexistence imparfaite, de l'intégration progressive et de la citoyenneté partagée, avait disparu sous le poids d'une idéologie qui les considérait comme un danger biologique. La radicalisation s'accentua tout au long de cette année. Les discours de Hitler et Goebbels parlaient désormais ouvertement d'expulsion, d'isolement et de solutions pour la question juive. Dans les rues, les SA et la Gestapo agissaient avec une impunité croissante.
Les petits actes de violence devinrent routiniers et les Juifs étaient battus, arrêtés ou dépouillés de leurs biens sans possibilité de recours. La population, exposée à des années de propagande, oscillait entre indifférence, peur et, dans certains cas, complicité active. À la fin de 1938, la situation atteignit un point d'ébullition. La combinaison d'idéologies extrémistes, de ressentiment social et d'un appareil d'État prêt à intervenir déboucha sur la première explosion de violence massive et coordonnée du régime nazi contre les Juifs d'Allemagne et d'Autriche. Une nuit de feu, de vitres brisées et de destruction marquerait la fin de l'illusion que la persécution pouvait s'arrêter et ouvrirait la voie à une phase encore plus sinistre du projet nazi. Kristallnacht, 1938. La nuit du 9 novembre 1938 commença par un silence étrange dans les villes allemandes. À première vue, rien n'indiquait qu'en quelques heures, ce silence serait remplacé par l'éclatement simultané de milliers de vitres, la fumée des synagogues incendiées et les cris de familles juives réveillées par des coups frappés à leurs portes. Kristallnacht, la nuit de cristal, ne fut pas un accès spontané de rage populaire, comme l'annonça la propagande nazie le lendemain. Ce fut une attaque organisée, encouragée et coordonnée par le régime qui combina violence de rue, humiliation publique et destruction méthodique de tout vestige visible de la vie juive en Allemagne et en Autriche. Le déclencheur officiel fut l'assassinat d'un diplomate allemand à Paris, Ernst vom Rath, par un jeune juif polonais désespéré par l'expulsion de sa famille. Les nazis utilisèrent l'incident comme prétexte idéal. Joseph Goebbels, conscient de l'opportunité politique, prononça un discours incendiaire devant des membres du parti et ordonna que l'indignation s'exprime immédiatement. Mais cette indignation ne surgit pas de la population civile, elle émana des SA, des SS, de la Gestapo et de groupes organisés recevant des instructions précises. La violence était planifiée, bien que présentée comme un débordement émotionnel. Les premières synagogues commencèrent à brûler à la tombée de la nuit. À Munich, Berlin, Hambourg, Vienne et plus de 1000 localités, des commandos nazis forcèrent des portes, brisèrent des fenêtres, traînèrent des rouleaux de la Torah dans les rues et y mirent le feu. Les bâtiments religieux, souvent construits grâce aux efforts de communautés centenaires, devinrent des brasiers visibles à plusieurs kilomètres. Les pompiers arrivèrent à de nombreux endroits, mais avaient des ordres. Intervenir seulement pour protéger les propriétés aryennes adjacentes, pas pour sauver les synagogues. Le message était clair, c'était une destruction permise, légitimée et célébrée. Les rues se remplirent de vitres brisées, de meubles détruits et de marchandises éparpillées au sol. Boutiques juives, cabinets médicaux et bureaux furent pillés simultanément. Les agresseurs agissaient sans hâte, sachant que personne ne les arrêterait. Des familles entières furent expulsées de leurs maisons au milieu de la nuit, contraintes d'assister à la destruction de biens accumulés tout au long d'une vie. Beaucoup furent battus devant leurs voisins, forcés de nettoyer les décombres ou traînés vers des véhicules de la Gestapo. Le climat de terreur progressa de maison en maison. À Berlin, plus de 40 synagogues furent attaquées. À Vienne, la violence prit une dimension presque rituelle. Des Juifs furent forcés de s'agenouiller et de prier tandis que des foules les insultaient et les frappaient. Dans de plus petites localités où chacun se connaissait, la brutalité prit une tournure encore plus sinistre. D'anciens clients et collègues observaient, en silence ou avec complicité, leurs voisins juifs dépouillés de tout. La violence ne se limita pas à la destruction matérielle. Entre 30 000 et 35 000 hommes juifs furent arrêtés en quelques heures et envoyés dans des camps de concentration comme Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. Beaucoup n'étaient accusés d'aucun crime. Leur arrestation était une punition collective et un message de terreur. Pendant plusieurs jours, ils furent soumis à des tortures, travaux forcés et humiliations. Pour être libérés, de nombreuses familles durent signer des documents engageant la vente forcée de leurs commerces, maisons et propriétés à des prix dérisoires. Kristallnacht ne fut pas seulement une violence physique, ce fut un processus soigneusement intégré de spoliation économique. La réaction internationale fut celle de l'indignation, mais elle n'entraîna aucun changement significatif. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France condamnèrent les faits, mais maintinrent des politiques restrictives pour l'accueil des réfugiés juifs.
La communauté internationale observa avec horreur, mais sans action déterminante, comment un État européen moderne avait déclenché une persécution ouverte contre des centaines de milliers de personnes désignées comme ennemies pour leur origine. Pour beaucoup de Juifs allemands, ce fut le moment où l'espoir que les institutions de l'État puissent freiner la radicalisation nazie s'effondra. Cette nuit montra clairement que la persécution n'était plus une campagne graduelle, elle était entrée dans une phase ouvertement violente. Après l'attaque, le régime nazi approfondit l'exclusion avec de nouvelles mesures légales. Les Juifs durent payer une contribution collective d'1 milliard de marks en compensation des dommages causés par leurs propres agresseurs. Ils furent interdits de fréquenter les écoles publiques, d'utiliser les transports, de visiter des théâtres ou de posséder des commerces. Avant Kristallnacht, certains espéraient encore résister à la tempête. Après, tout fut teinté d'urgence. Émigrer devint une course contre la montre, mais obtenir un visa était presque impossible. Pour de nombreux survivants, le souvenir de cette nuit resta gravé comme le moment où leur pays, un lieu où ils étaient nés, avaient étudié, travaillé et élevé leurs enfants, se révéla être une menace mortelle. Le craquement des vitres brisées, les incendies illuminant les rues sombres et les cris résonnant sous un ciel indifférent devinrent les symboles d'une nouvelle étape. La violence n'était plus un prélude, mais l'annonce de quelque chose de bien plus terrible. Alors que la fumée des synagogues flottait encore dans l'air, le régime nazi commença à consolider une nouvelle stratégie pour administrer la présence juive dans les territoires occupés. Cette étape suivante, apparemment administrative, transformerait des villes entières en espaces de confinement et de contrôle absolu. Ici commencerait l'ère des ghettos. La création des ghettos. Lorsque l'invasion allemande de la Pologne commença le 1er septembre 1939, des millions de Juifs se retrouvèrent piégés dans un territoire qui deviendrait bientôt le principal laboratoire de la politique antisémite du Reich. L'idée de les séparer du reste de la population, initiative présentée par les nazis comme une mesure de sécurité et de contrôle sanitaire, était en réalité une étape préalable et nécessaire à une future élimination physique. La création des ghettos ne fut pas improvisée, elle résulta de décisions calculées, étudiées et approuvées par un appareil administratif déterminé à transformer des villes entières en espaces d'isolement, de souffrance et de mort lente. Les ordres furent d'abord appliqués dans les territoires polonais annexés directement au Reich, puis peu après dans le gouvernement général, une vaste région administrée comme une colonie allemande. Là, des commandants civils et militaires commencèrent à déplacer des quartiers entiers pour concentrer les Juifs dans des zones limitées, souvent d'anciennes zones résidentielles dégradées. La logique était simple et cruelle, enfermer des centaines de milliers de personnes dans des espaces réduits, réduire leur accès à la nourriture, au travail et au logement, et les laisser survivre comme elles le pouvaient, tandis que la machine nazie définissait des plans plus définitifs. Le ghetto de Łódź, l'un des premiers et des plus stricts, fut scellé en avril 1940. Plus de 160 000 Juifs se retrouvèrent piégés dans un labyrinthe de rues étroites, entourés de barbelés et surveillés par des patrouilles armées. Les portes étaient gardées par des policiers allemands et une force auxiliaire juive contrainte d'obéir à des ordres impossibles. La faim s'installa en quelques semaines. Les rations officielles étaient si réduites que des milliers dépendaient de la contrebande, laquelle était punie d'exécutions sommaires. Les usines, installées dans le ghetto, transformées en ateliers de travail forcé, furent présentées comme une possibilité de survie, mais servaient aussi à exploiter une main-d'œuvre dans des conditions inhumaines. À Varsovie, où vivaient plus de 350 000 Juifs avant la guerre, la situation atteignit des dimensions colossales. Le ghetto fut officiellement établi en novembre 1940, devenant le plus grand confinement de l'histoire moderne. Mur après mur, pierre après pierre, les nazis élevèrent une barrière physique qui non seulement divisait la ville, mais bouleversait la vie de centaines de milliers de personnes avec une violence silencieuse. À l'intérieur, la densité humaine atteignait des niveaux impensables, jusqu'à 9 personnes par pièce. Les rues se remplissaient de vendeurs ambulants, d'enfants cherchant de la nourriture et de personnes âgées marchant lentement en quête d'aide. Malgré cela, la vie tentait de se maintenir. Des écoles clandestines furent ouvertes, des bibliothèques improvisées, des pièces de théâtre secrètes et des réseaux de solidarité qui tentaient de concilier l'impossible
survivre dans un espace conçu pour les éteindre. Le ghetto de Cracovie était plus petit mais tout aussi oppressif. Là, les Allemands expulsèrent des milliers de Juifs de leur maison du centre historique pour les transférer dans un quartier isolé de l'autre côté de la Vistule. Les conditions matérielles étaient déplorables et la faim constante, mais émergèrent également de petits foyers de résistance culturelle, des rabbins organisant des études clandestines, des médecins qui, sans médicaments, tentaient de freiner les épidémies grâce à leurs connaissances et leur discipline, et des familles célébrant des fêtes avec le peu qu'elles pouvaient préserver. Le processus administratif qui créait ces ghettos était aussi rigide que déshumanisant. Chaque juif devait s'identifier avec une étoile jaune cousue sur ses vêtements. Ils devaient enregistrer leurs biens, signaler tout changement de domicile et respecter des couvre-feux stricts. L'enfermement s'accompagnait d'un contrôle économique total. Les nazis réquisitionnèrent des commerces, confisquèrent des propriétés et surveillèrent chaque activité commerciale. L'objectif était d'enlever toute autonomie, de détruire la dignité et de transformer les communautés juives en une masse totalement dépendante des décisions allemandes. En même temps, les ghettos devinrent des espaces où le leadership juif, organisé dans les Judenräte, conseils obligatoires imposés par les nazis, dut affronter des décisions impossibles. Ces conseils administraient nourriture, travail, logement et santé, dans des conditions de pénurie brutale. Leurs membres vivaient entre les exigences féroces de l'autorité allemande et le désespoir de leur propre peuple, conscients que tout ordre non exécuté pouvait déclencher des punitions collectives. Il n'y avait pas de place pour une éthique pure dans un système conçu pour détruire la morale de l'intérieur. La faim fut, dès le début, une arme de guerre. Les rations officielles à Varsovie étaient d'environ 184 calories par jour pour les Juifs, une quantité insuffisante même pour maintenir un adulte debout. La malnutrition généralisée rendit endémiques des maladies comme le typhus et la tuberculose. Corps affaiblis, enfants extrêmement maigres, personnes âgées s'effondrant dans les rues. La vie quotidienne dans un ghetto était une succession de silences lourds, de files interminables et d'une lutte permanente pour obtenir le plus essentiel. Malgré cela, la vie culturelle persista. À Varsovie, des poètes et musiciens continuèrent à créer des œuvres qui circulaient en secret. Des journaux clandestins documentaient la vie quotidienne, sachant que le monde aurait un jour besoin de preuves. L'archive clandestine Oneg Shabbat, menée par Emmanuel Ringelblum, rassembla des milliers de documents, lettres, dessins d'enfants et témoignages qui survivraient pour raconter l'histoire de l'intérieur. La préservation de la mémoire devint un acte de résistance. Chaque ghetto développa son propre rythme, sa propre douleur et sa propre manière de s'accrocher à la vie. Mais tous partageaient le même destin. Ils étaient conçus pour être temporaires. Les nazis ne les imaginèrent jamais comme des espaces permanents, mais comme des lieux où concentraient des populations entières en attendant de décider de leur sort final. Ce futur commença à prendre forme en 1941, lorsque l'invasion allemande de l'Union soviétique radicalisa encore davantage la politique antisémite et transforma l'enfermement en une antichambre mortelle. La conférence de Wannsee. Le matin du 20 janvier 1942, une couche de gel recouvrait les rives du lac Wannsee, en périphérie de Berlin. La villa où devait se tenir la réunion semblait tranquille, presque idyllique. Vu de l'extérieur, personne n'aurait soupçonné que derrière ces fenêtres seraient prises des décisions qui scelleraient le destin de millions d'êtres humains. Entre des tasses de café, des cigarettes et un langage administratif calculé, de hauts fonctionnaires du Troisième Reich coordonnèrent la logistique du crime le plus systématique de l'histoire moderne. La conférence de Wannsee ne fut pas l'origine du génocide, mais le moment où la machine meurtrière fut ordonnée, standardisée et approuvée par les principales institutions de l'État allemand. La réunion, convoquée par Reinhard Heydrich, chef de l'Office central de sécurité du Reich, avait un objectif clair: assurer la coopération des différents ministères et agences dans la mise en œuvre de la solution finale à la question juive. Ce terme, froid et trompeur, circulait depuis des mois parmi les hauts responsables nazis, mais à Wannsee, il acquit une signification concrète: assassinat industriel, déportation massive, camps d'extermination et élimination totale de la vie juive en Europe. Il ne s'agissait pas de débattre de l'opportunité d'agir, mais de la manière de le faire efficacement.
Le document principal présenté par Heydrich recensait environ 11 millions de Juifs vivant dans les territoires européens ou sous influence allemande. La précision des chiffres révélait l'ampleur du plan. Des Juifs du Reich à ceux d'Espagne, de Grande-Bretagne, de Suisse, des Balkans, de l'Union soviétique et de Turquie. Chaque communauté, quelle que soit sa taille ou son niveau d'intégration, était incluse dans cette projection d'extermination. Les termes utilisés, tels que évacuation, traitement spécial ou travail sous surveillance, étaient des euphémismes destinés à dissimuler la brutalité réelle du projet. Heydrich expliqua que la guerre avait créé l'occasion historique de mettre en œuvre la solution finale. Les déplacements massifs de population, le chaos administratif dans les territoires occupés et le contrôle absolu sur la Pologne et l'Europe orientale facilitaient l'application de mesures extrêmes. Le plan prévoyait de transporter les Juifs de toute l'Europe vers l'Est, où ils seraient d'abord soumis à des travaux forcés. Après la mortalité naturelle inévitable due à l'épuisement et à la faim, les survivants, considérés par les nazis comme les plus résistants, seraient assassinés de manière systématique. La froideur avec laquelle ces points furent discutés a marqué les chercheurs qui étudièrent le document des décennies plus tard. Wannsee ne fut pas une explosion émotionnelle de haine, mais une séance d'administration publique. Les participants, représentants de ministères tels que Justice, Intérieur, Transport et Affaires étrangères, prirent des notes, corrigèrent des détails et posèrent des questions logistiques. Les divergences ne portaient pas sur la moralité du plan, puisque personne ne remit en question le génocide, mais sur les juridictions, les compétences légales et les procédures administratives. Le ton était celui de l'efficacité, non de la violence. Cette normalisation du meurtre massif fut l'un des aspects les plus glaçants de la réunion. L'un des points les plus délicats apparut lors de la discussion sur la définition de qui devait être considéré comme juif. Les lois de Nuremberg avaient établi des catégories basées sur l'ascendance familiale, mais certains cas étaient complexes, mariages mixtes, convertis, anciens combattants décorés. Pour les participants, ces ambiguïtés représentaient des obstacles bureaucratiques à résoudre pour que la déportation soit totale. La réponse de Heydrich fut tranchante. Toute connexion biologique, même minime, devait être incluse comme critère d'élimination. Les participants acceptèrent sans objection. Un autre aspect crucial fut la nécessité de coordonner les transports ferroviaires. L'assassinat industriel ne pouvait être exécuté sans un système efficace de trains pour transporter des millions de personnes vers les centres d'extermination. Le ministère des Transports, représenté à Wannsee, assuma cette responsabilité avec une efficacité perturbante. Horaires, itinéraires, disponibilité des wagons, priorité militaire, tout faisait partie des calculs nécessaires pour que le génocide progresse sans interruption. La conférence mentionna également les camps d'extermination déjà opérationnels ou en expansion, tels que Belzec, Sobibor et Treblinka, où le gaz deviendrait la méthode principale pour tuer d'immenses groupes en quelques minutes. Wannsee n'inventa pas ces camps, mais les intégra dans une structure centralisée permettant de multiplier leur échelle. La réunion dura à peine 1h30. À la fin, les participants se séparèrent avec des politesses formelles, échangèrent des commentaires insignifiants et retournèrent dans leur bureau. Aucun d'eux n'avait manié une arme ni assisté à une exécution ce jour-là, mais tous avaient contribué à concevoir le système qui provoquerait la mort de millions. Ce contraste entre l'apparence de normalité administrative et la brutalité du but est l'une des raisons pour lesquelles Wannsee demeure un symbole sombre de la modernité au service de l'extermination. Le procès-verbal final, rédigé par Adolf Eichmann, utilisait un langage technique qui diluait la violence réelle derrière des expressions bureaucratiques. Ce n'est que des décennies plus tard, après la découverte de la copie numéro 16 du protocole, que le monde put voir clairement comment avait été formulé le document qui ordonnait la phase finale du génocide. Chaque phrase était un rouage supplémentaire dans une machine conçue pour éliminer sans exception les Juifs d'Europe. Après la conférence, les étapes s'accélérèrent. Les déportations commencèrent à s'intensifier immédiatement. Des trains bondés partaient chaque jour de villes grandes et petites, et les ghettos, déjà affaiblis par la faim et les épidémies, devinrent des salles d'attente vers un destin bien pire. Wannsee avait fourni la coordination qui manquait, permettant à la solution finale de passer de la théorie au meurtre de masse.
Tandis que les wagons étaient préparés et que les itinéraires ferroviaires étaient ajustés pour absorber le flux humain, des millions de Juifs en Europe, sans connaître le contenu de cette réunion secrète, commencèrent à voir leurs ghettos vidés, leurs rues remplies de soldats, et le mot « transfert » se transformer en une sentence irréversible, qui trouverait son aboutissement dans des trains partant désormais sans retour vers les camps d'extermination. Les déportations vers les camps d'extermination à partir de 1942. Au début de 1942, alors que la neige recouvrait les voies, les gares et les toits d'une grande partie de l'Europe, les trains commencèrent à devenir l'instrument principal du génocide. Pour des millions de Juifs, le son métallique d'un convoi approchant ne signifiait plus transport ou commerce, mais une destination sombre d'où personne ne revenait. Après la conférence de Wannsee, les déportations massives cessèrent d'être des épisodes isolés et se transformèrent en une politique systématique, coordonnée et exécutée avec une précision implacable. L'administration ferroviaire du Reich devint une pièce centrale du crime. Horaires organisés, itinéraires définis et trains de marchandises assignés exclusivement au transfert quotidien d'êtres humains vers les camps d'extermination. Les ghettos, déjà affaiblis par la faim, la maladie et l'isolement, entrèrent dans une période de liquidation progressive. À Varsovie, les premières déportations commencèrent en juillet 1942. Les Allemands annoncèrent que les Juifs seraient réinstallés à l'Est pour travailler, mais le mot « travail » n'était qu'un cruel déguisement. Les rues se remplirent d'affiches ordonnant de se présenter pour le transfert, et ceux qui n'obéissaient pas faisaient face à des arrestations ou des exécutions immédiates. Chaque matin, d'énormes colonnes de personnes étaient conduites à l'Umschlagplatz, la place de transfert où elles embarquaient dans des wagons à bestiaux en direction de Treblinka. Des dizaines de milliers disparurent en quelques semaines. À Łódź, le processus fut administré avec une froideur bureaucratique extrême. Le ghetto, transformé en complexe d'ateliers forcés, fut maintenu actif plus longtemps parce qu'il produisait des uniformes, des chaussures et de l'équipement pour l'armée allemande. Toutefois, même cette valeur économique ne protégea pas sa population. À partir de 1942, les trains commencèrent à emmener d'abord les personnes âgées et malades, puis les enfants, lors d'une opération particulièrement traumatisante connue sous le nom de Speer, et enfin des familles entières. Chaque annonce d'une nouvelle déportation provoquait des scènes de désespoir. Des parents cachant leurs enfants dans des sous-sols, des personnes âgées suppliant d'être laissées derrière, des mères offrant des objets de valeur pour soudoyer des gardes. Rien n'arrêtait le processus. Les wagons de marchandises, conçus pour transporter des animaux ou des biens, devinrent des chambres de souffrance mobiles. Dans un seul wagon, l'on pouvait entasser entre 70 et 100 personnes, sans siège, sans eau, et avec seulement une petite ouverture pour respirer. Les portes se fermaient de l'extérieur avec des verrous métalliques, et une fois à l'intérieur, le monde se réduisait à l'odeur de la peur, au corps entassé et au grincement du bois sous le mouvement du train. Beaucoup mouraient avant d'arriver à destination. Asphyxie, déshydratation, crise cardiaque. Ceux qui survivaient le faisaient dans un état d'épuisement extrême. Les déportations ne se limitèrent pas à la Pologne. En France, la police collabora activement à l'arrestation de Juifs étrangers et français. La rafle du Vélodrome d'hiver, en juillet 1942, transforma un stade sportif en un espace d'enfermement massif où des milliers de personnes restèrent entassées, sans ventilation ni eau potable, pendant des jours avant d'être envoyées à Auschwitz. Aux Pays-Bas, la déportation partait de Westerbork, un camp de transit où les familles attendaient, parfois pendant des semaines, le train qui les emmènerait vers l'Est. En Slovaquie, en Hongrie, en Belgique et en Grèce, les trains furent également remplis de communautés entières arrachées à leur foyer. La logistique du crime exigeait une coordination constante. La Reichsbahn facturait des tarifs par personne transportée, comme s'il s'agissait d'un service commercial ordinaire. Des bureaux administratifs calculèrent les coûts, les horaires et la disponibilité des wagons. Des rapports quotidiens enregistraient combien de Juifs avaient été envoyés, combien étaient morts en route et combien étaient arrivés à destination. La déshumanisation était totale. Chaque individu était réduit à un numéro sur une liste, à un chiffre dans un rapport bureaucratique. La terreur psychologique était aussi dévastatrice que la souffrance physique.
Personne ne savait exactement ce qui se passait dans les camps d'extermination, mais les rumeurs se multipliaient. Dans les ghettos circulaient des récits de personnes disparues, de trains qui partaient et ne revenaient pas. Certains parlaient de douches mortelles, de fosses, de fumée constante dans les forêts. Bien que beaucoup refusaient d'y croire, l'intuition que la réinstallation cachait quelque chose d'irréparable devenait de plus en plus forte. Pourtant, la tromperie persistait. Les Allemands ordonnaient aux déportés d'emporter bagages, documents, ustensiles, comme si une nouvelle vie les attendait. Ce simulacre maintenait l'ordre jusqu'au dernier moment. Parmi les cas les plus perturbateurs figura celui de la Hongrie. En 1944, en à peine 8 semaines, environ 437 000 Juifs hongrois furent déportés à Auschwitz lors de l'une des opérations les plus rapides et massives de tout l'Holocauste. Des trains entiers arrivaient chaque jour, chargés presque exclusivement de familles complètes, dont beaucoup n'avaient jamais connu auparavant la violence systématique qui avait ravagé la Pologne. Les voies ne se reposaient jamais. C'était un flux constant, presque industriel. La fin du voyage était toujours la même. Un quai, des lumières éblouissantes, des cris en allemand, des chiens aboyants, des ordres brusques. Les déportés descendaient en titubant, désorientés après des jours passés dans l'obscurité. Là commençait la sélection. Hommes et femmes séparés, jeunes écartés des personnes âgées, parents arrachés à leurs enfants. La plupart ne savaient pas que cet instant, quelques secondes seulement après avoir touché le sol, décidait s'ils continueraient à vivre ou s'ils seraient envoyés directement vers leur mort. Chaque train partant d'un ghetto, d'un camp de transit ou d'une ville occupée était un adieu silencieux. Pour les communautés juives d'Europe, les déportations furent le moment où la vie collective, construite durant des siècles, commença à s'évaporer irrémédiablement. Des familles entières disparaissaient sans laisser de traces, et les rues, qui avaient été témoins de rituels, de célébrations et de routines, se retrouvaient soudain vides, comme si un vent sombre avait effacé l'histoire. À leur arrivée, les déportés entraient dans un monde conçu spécifiquement pour la mort. C'est là que commençait la phase la plus brutale du génocide. Un système calculé qui transformerait des villes entières, des forêts et des plaines de l'Europe orientale en scène d'extermination organisée, dont l'épicentre serait Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec et d'autres camps, où la mort devint une routine quotidienne. Les camps d'extermination. Lorsque le régime nazi commença sa consolidation en 1933, l'appareil répressif n'avait pas encore la forme industrialisée et meurtrière qu'il acquérait plus tard. Cependant, durant ces premières années, il commença à ériger des installations qui fonctionneraient comme des laboratoires de terreur. Les premiers camps de concentration, des lieux où furent perfectionnées les méthodes de contrôle, discipline, châtiment et déshumanisation qui seraient ensuite appliquées à l'échelle du continent. Pour comprendre l'évolution de la violence nazie, il est nécessaire d'observer ces premiers espaces, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück et d'autres camps où la brutalité n'était pas encore une fin en soi, mais déjà un outil quotidien de domination. La vie juive, qui à ce moment n'avait pas encore été formellement condamnée à l'extermination, commençait là à être façonnée par un système dont l'objectif explicite était de détruire la dignité humaine. Le premier camp permanent, fondé quelques semaines après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, fut Dachau, installé près de Munich en mars 1933. Sa création fut annoncée dans les journaux comme une mesure nécessaire pour protéger le peuple allemand du marxisme, de la criminalité et de la supposée menace interne représentée par les socialistes, les communistes et les opposants politiques. Mais très vite, sans annonces officielles, les Juifs commencèrent également à y être envoyés. Dachau devint le modèle organisationnel de tous les camps ultérieurs. Une structure hiérarchique rigide, des commandants dotés d'un pouvoir absolu, des gardes entraînés à exercer une violence arbitraire et un système interne humiliant les prisonniers sans répit. L'instruction que Theodor Eicke transmit au SS était claire. Les prisonniers n'avaient aucun droit. Leur existence dépendait exclusivement de la volonté du garde placé devant eux. Entrer à Dachau signifiait traverser un rituel de dépossession. À leur arrivée, les prisonniers étaient forcés de se déshabiller devant tous, rasés, frappés, insultés, puis revêtus d'un uniforme rêche remplaçant leur identité par un numéro.
Ce processus, qui serait ensuite répété des millions de fois en Europe, était déjà une déclaration d'intention. Le camp devait briser le corps, l'esprit et l'âme. Il ne s'agissait pas encore d'exterminer, mais d'habituer hommes et femmes à un monde où la violence était la norme et où l'État pouvait modeler l'existence dans ses moindres détails. À Sachsenhausen, inauguré en 1936 à quelques kilomètres de Berlin, l'architecture elle-même était conçue pour tester l'efficacité de la surveillance. Depuis une tour centrale, les gardes pouvaient voir chaque baraquement et chaque mouvement, projetant une présence constante qui empêchait toute sensation de vie privée ou de refuge. On y expérimenta des techniques de travail esclave extrêmes, des prisonniers obligés de marcher des heures sur une piste d'essai pour vérifier la qualité des bottes militaires, d'autres destinés à des ateliers où la production se mêlait au châtiment physique. Pour les Juifs, le traitement était encore plus dégradant. On leur assignait des tâches de nettoyage de latrines, de transport de matériaux lourds ou de tri des déchets. Avant même que l'idéologie nazie n'établisse l'extermination comme objectif final, il était déjà clair que les Juifs étaient différenciés pour un destin plus sévère. À Buchenwald, près de Weimar, la terreur prit un caractère plus subtil, mais tout aussi dévastateur. On y créa des ateliers fournissant le régime menuiserie, forge, fabrication d'armes légères. Les prisonniers juifs étaient forcés de travailler de longues journées jusqu'à devenir méconnaissables. Ceux qui s'effondraient étaient battus ou envoyés dans des baraquements où les maladies se propageaient sans contrôle. La faim était une présence constante. Les rations maintenaient à peine en vie ceux qui les recevaient. Beaucoup de survivants se souvenaient que la pensée obsessionnelle de la nourriture les accompagnait jour et nuit, remplaçant tout autre besoin humain. À la fin des années 30, ces camps commencèrent à recevoir des milliers de Juifs à la suite d'événements politiques précis. Durant la nuit de cristal, plus de 30 000 furent arrêtés et envoyés à Dachau, Sachsenhausen et Buchenwald. Pour beaucoup, ce fut le premier avertissement que le régime était prêt à utiliser l'infrastructure de la terreur contre eux de manière directe et massive. La plupart furent libérés quelques semaines plus tard, mais non sans une conséquence fondamentale. Ils devaient signer des documents s'engageant à émigrer d'Allemagne, renoncer à leurs biens et accepter des ventes forcées de propriétés. Ces camps devinrent alors non seulement des lieux de punition, mais aussi des instruments d'extorsion obligeant les Juifs à quitter le pays sous menace de mort. Les châtiments dans les premiers camps prirent des formes qui seraient ensuite reproduites dans toute l'Europe. L'un des plus redoutés était l'arbre de pendaison. Les prisonniers étaient suspendus par les bras attachés derrière le dos, provoquant des luxations et une douleur insoutenable. D'autres devaient rester accroupis pendant des heures sous surveillance, et ceux qui tombaient étaient battus sans pitié. La violence fonctionnait comme discipline, montrer à chaque prisonnier que sa vie n'avait aucune valeur et que l'obéissance totale était la seule manière de survivre. Malgré la terreur, les communautés juives à l'intérieur des camps tentèrent de conserver des fragments d'humanité. Certains rabbins récitaient des prières à voix basse pendant la nuit. Des règles d'hygiène de base étaient partagées pour essayer d'éviter les maladies. Parfois, les prisonniers les plus forts aidaient les plus faibles à se relever pour éviter qu'ils ne soient sélectionnés lors de comptages pouvant signifier la mort. Chaque geste de solidarité était un défi au système qui tentait de les transformer en êtres isolés et résignés. La structure administrative de ces premiers camps révélait aussi une intention inquiétante. Des registres précis étaient tenus, les décès comptabilisés, les prisonniers classés selon des catégories raciales et politiques. Cet ordre bureaucratique annonçait une évolution terrible, une machine d'État capable d'appliquer la terreur avec précision mathématique. À la fin des années 30, les camps de concentration étaient déjà un élément essentiel du régime nazi. Mais il manquait encore une étape décisive, transformer ces centres de torture et de travail esclaves en engrenages d'extermination. Ce saut, qui ferait de Dachau, Sachsenhausen ou Buchenwald de simples prototypes d'un système beaucoup plus meurtrier, se produirait avec l'expansion territoriale de l'Allemagne et la mise en œuvre formelle de la solution finale. Et ce nouveau système aurait un nom qui résonnerait pour toujours dans la mémoire juive, Auschwitz-Birkenau. Lorsque commença l'occupation allemande de la Pologne, en 1939, le régime avait déjà perfectionné les fondements de la terreur dans les premiers camps. Mais il n'existait pas encore de structure conçue exclusivement pour tuer à l'échelle continentale. Ce vide fut comblé très rapidement.
La combinaison de domination territoriale, d'idéologie raciale radicalisée et de planification bureaucratique conduisit à la création d'un réseau de camps de concentration et d'extermination où travail esclave et assassinat industriel coexistaient comme partie d'un même programme. Le cœur de ce système serait Auschwitz-Birkenau, un lieu si vaste, si complexe et si mortel qu'il deviendrait le symbole absolu du génocide juif. Auschwitz commença comme un camp de concentration en 1940, construit sur une ancienne caserne militaire dans la région d'Oświęcim, en Pologne. Sa fonction initiale était d'héberger des prisonniers politiques polonais, mais son emplacement, proche de lignes ferroviaires stratégiques et entouré de zones rurales faciles à contrôler, en faisait un candidat idéal pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Lorsque Himmler visita la région, il vit un potentiel qui changerait l'histoire. À Auschwitz pouvaient coexister travail esclave massif et en même temps installation d'extermination dissimulée dans de vastes zones. C'était le terrain parfait pour transformer la théorie de la solution finale en un mécanisme réel. En 1941 commença l'expansion vers Birkenau, appelé aussi Auschwitz II, un complexe gigantesque avec des baraquements pour des dizaines de milliers de prisonniers, des systèmes de surveillance multipliés, des zones administratives séparées et l'infrastructure nécessaire pour recevoir des trains de toute l'Europe. Ces quais internes, conçus pour permettre aux trains d'entrer directement au cœur du camp, révélaient le but du lieu. Être une station terminale à partir de laquelle la majorité des déportés ne reverrait jamais la lumière du jour. La scène typique à Birkenau se répétait des milliers de fois en quelques semaines. Le train s'arrêtait, les portes s'ouvraient d'un coup sec et les prisonniers étaient poussés dehors parmi les cris, les aboiements et les coups. Beaucoup ne pouvaient pas tenir debout après des jours enfermés dans des wagons à bestiaux sans eau ni ventilation. Les gardes SS donnaient des ordres rapides, tandis que femmes, hommes, personnes âgées et enfants se regroupaient instinctivement. En quelques minutes se formait une file pour la sélection, les « aptes au travail » d'un côté, les autres de l'autre. Ce geste simple, une main levée, un doigt indiquant la gauche ou la droite, déterminait la vie ou la mort. La plupart étaient envoyés directement aux chambres à gaz. Ces installations étaient camouflées en bains collectifs, avec de faux panneaux indiquant douche et salles de désinfection. Les prisonniers devaient laisser leurs affaires sur des porte-manteaux numérotés pour simuler un retour qui n'aurait jamais lieu. À l'intérieur des chambres, l'espace était hermétiquement fermé et l'on jetait des pastilles de Zyklon B, un pesticide libérant de l'acide cyanhydrique au contact de l'air. En moins de 20 minutes, des centaines de personnes mouraient dans un silence brutal. Ensuite entraient les Sonderkommando, des prisonniers juifs forcés de retirer les corps, d'extraire les dents en or, de couper les cheveux et de charger les cadavres vers les crématoires. C'était la tâche la plus douloureuse du camp, et ceux qui la réalisaient vivaient en sachant qu'ils seraient éventuellement exécutés pour éviter des témoins du processus. Leurs témoignages, cachés, enterrés, puis retrouvés après la guerre, comptent parmi les documents les plus bouleversants sur la machine d'extermination. Les crématoires fonctionnaient 24 heures sur 24. Les jours d'activité maximale, Birkenau pouvait éliminer des milliers de corps par jour, et lorsque les fours ne suffisaient plus, on allumait des bûchers à l'air libre. La fumée était si constante que les prisonniers disaient que le ciel semblait ne jamais changer. Pour ceux sélectionnés pour le travail esclave, le supplice avait un autre rythme. Les baraquements étaient surpeuplés, avec des couchettes en bois accueillant jusqu'à 8 personnes sur un seul niveau. Les maladies comme le typhus, la dysenterie et la tuberculose étaient une menace permanente. La nourriture consistait en une soupe claire pleine de restes, du pain dur, et un ersatz de café à peine capable de réchauffer les mains. Beaucoup perdèrent leur force en quelques semaines. Les travaux forcés se faisaient sous surveillance constante. Auschwitz abritait des usines liées à IG Farben, où des milliers de juifs produisaient du caoutchouc synthétique, des produits chimiques ou des matériaux de construction. D'autres étaient envoyés dans des carrières, des fossés, des ateliers, des dépôts ou sur des routes. Chaque tâche épuisait le corps et l'esprit, et les gardes frappaient ou exécutaient sans avertissement ceux qui se déplaçaient lentement ou semblaient défaillir. Entre le travail et les sélections, survivre exigeait une combinaison de résistance physique, de chance et d'entraide.
Les prisonniers partageaient des morceaux de pain, s'avertissaient des inspections surprises ou cachaient les malades pour éviter qu'ils ne soient envoyés aux chambres à gaz. La solidarité, bien que difficile, devenait l'un des rares moyens de maintenir la volonté de rester en vie. Malgré l'horreur absolue, il y eut des actes extraordinaires de résistance interne. En octobre 1944, les Sonderkommando réussirent à détruire le crématoire 4 en utilisant de la poudre à canon introduite clandestinement par des prisonnières travaillant dans des usines voisines. Ce fut un geste héroïque qui démontra que même au cœur de l'extermination subsistait un élan de rébellion que les nazis ne purent jamais détruire complètement. Auschwitz-Birkenau ne fut pas le seul camp hybride de concentration et d'extermination, mais il fut le plus vaste, le plus meurtrier et le plus symbolique. D'autres, comme Majdanek, Mauthausen ou Ravensbrück, combinaient travaux forcés et exécutions systématiques, mais aucun n'égala l'échelle industrielle du complexe d'Auschwitz. À son apogée, Auschwitz tua plus de 10 000 personnes par jour. La vie quotidienne dans les camps. Dans les premiers camps de concentration, la vie quotidienne s'organisait comme une machine d'usure physique et psychologique. Bien que ces camps n'aient pas encore adopté la politique d'extermination systématique qui dominerait à partir de 1940, ils fonctionnaient déjà comme des zones d'anéantissement lent, où la discipline extrême, le travail épuisant et la violence arbitraire modelaient le quotidien des prisonniers. Du lever du jour jusqu'à la nuit, l'objectif était de briser la volonté, d'effacer l'identité et de préparer le terrain pour une forme d'oppression encore plus radicale. La journée commençait avant même que le soleil ne se lève. Un sifflet, un cri ou le bruit sec d'une matraque frappant une porte réveillait les prisonniers, qui devaient se lever immédiatement, même si le froid glaçait le souffle ou si l'obscurité était presque totale. Les baraquements étaient des espaces rigides, mal ventilés et saturés, rangés de couchettes en bois où hommes ou femmes dormaient entassés avec des couvertures rêches et des corps à peine capables de s'étendre. Les poux, les puces et l'odeur pénétrante de la sueur mêlée à l'humidité imprégnèrent chaque surface. Après s'être levés, les prisonniers couraient, littéralement, vers l'Appelplatz, la place où se faisait l'appel. Ce rituel, hérité des pratiques militaires mais déformé par le sadisme, pouvait durer quelques minutes ou des heures, selon le climat ou l'humeur de l'officier en charge. Si quelqu'un manquait, tous devaient rester immobiles jusqu'à ce que le corps soit retrouvé. Si un prisonnier tombait d'épuisement, d'autres devaient le soutenir pour éviter des punitions collectives. La discipline de l'appel annonçait ce que serait le reste de la journée. Un équilibre constant entre obéissance, peur et survie. Après l'appel venait le petit déjeuner, qui ne méritait guère ce nom. Une tasse de liquide chaud à peine assimilable à du café, accompagnée d'un morceau de pain dur que chaque prisonnier devait apprendre à rationner s'il voulait éviter de s'évanouir en milieu de journée. Manger trop vite signifiait condamner la faim qui reviendrait quelques heures plus tard. Manger trop lentement pouvait entraîner la perte de la ration à cause d'un coup soudain du garde. Les règles étaient invisibles mais claires. Toute erreur était punie. Le travail forcé commençait immédiatement. Chaque camp avait son propre système, mais l'objectif était identique, exploiter au maximum des corps déjà affaiblis. À Dachau, de nombreux prisonniers étaient envoyés dans des ateliers, des usines improvisées ou des zones de construction. À Sachsenhausen, la piste d'essai où les prisonniers marchaient pendant des heures sans repos devint le symbole de cette usure infinie. À Buchenwald, les carrières et les ateliers des SS fonctionnaient comme des espaces où la productivité était secondaire face au châtiment physique. Le travail était organisé en groupes stricts, surveillés par des gardes armés ou des prisonniers privilégiés chargés de maintenir l'ordre. Les tâches étaient exténuantes. Porter des pierres, creuser des tranchées, transporter des poutres, nettoyer des égouts, construire des baraquements, déplacer des machines lourdes. Le but n'était pas de produire, mais de détruire lentement chaque muscle et chaque illusion de résistance. Les prisonniers savaient qu'ils devaient garder un rythme constant pour éviter des coups imprévisibles. Chaque mouvement était observé. La violence n'était pas un accident, elle était le mécanisme central. Coups de matraque, coups de pied, passage à tabac devant tous, exercices punitifs comme sauter à répétition, ramper sur du gravier ou rester dans des positions douloureuses pendant des heures. Les punitions collectives étaient fréquentes. Une faute individuelle pouvait entraîner pour tout un baraquement une nuit debout ou une réduction des rations pendant plusieurs jours. La torture progressive commença ainsi.
non comme un acte isolé, mais comme un système infiltré dans chaque aspect de la vie. À midi, la soupe claire, qui n'apportait pas les calories nécessaires à un adulte, était la seule pause. Beaucoup de prisonniers mangeaient à toute vitesse, craignant que la nourriture ne manque avant leur tour. D'autres tentaient d'en garder un peu pour plus tard, bien que cette réserve soulage rarement la faim permanente. La malnutrition rendait tous vulnérables, jambes défaillantes, doigts violacés, plaies qui ne guérissaient pas, infections qui se répandaient sans traitement. Le travail continuait jusqu'au crépuscule. Par temps froid, le vent coupait la peau. Par temps chaud, le soleil faisait s'évanouir les prisonniers. Les gardes utilisaient n'importe quel prétexte pour frapper, un outil tombé, un regard considéré comme déplacé, un pas trop lent. La brutalité était prévisible dans son imprévisibilité. À la nuit tombée, un second appel clôturait la journée. Ce rituel, accompli avec des corps épuisés et des esprits en détresse, pouvait se prolonger des heures si les chiffres ne correspondaient pas ou si un prisonnier manquait. Le silence était absolu. La lumière des projecteurs éclairait des visages amaigris qui tentaient de rester debout malgré les tremblements. En regagnant les baraquements, les prisonniers pouvaient enfin s'allonger. Certains parlaient à voix basse de leur famille, d'autres pleuraient en silence. La plupart fermaient simplement les yeux pour ne pas penser. Le sommeil était fragmenté et terrifiant. Tout bruit pouvait signifier une inspection nocturne, une punition ou un appel inattendu. À la fin des années 30, ces premiers camps avaient perfectionné un système de dégradation totale. On ne tuait pas encore en masse, mais la vie se consumait jour après jour. Le travail, la faim, les maladies, la peur et la violence formaient un engrenage qui transformait les prisonniers en corps épuisés, prêts pour la phase suivante du projet nazi. Un système où la mort ne serait plus une conséquence, mais l'objectif principal. Et ce saut, marqué par la radicalisation totale de 1940, se manifesterait dans les camps d'extermination, où le quotidien ne serait plus un cycle d'usure, mais une chorégraphie de mort parfaite. À partir de 1940, lorsque le projet nazi adopta l'extermination comme politique explicite, les camps cessèrent d'être des lieux de punition pour devenir des rouages d'une machine conçue pour faire disparaître des vies entières en quelques heures. Contrairement aux premiers camps de concentration, où la mort arrivait lentement par l'épuisement ou la maladie, les camps d'extermination fonctionnaient comme des stations terminales, des espaces où la journée d'un prisonnier pouvait durer moins qu'un lever de soleil. Là, le temps se réduisait à quelques minutes entre l'arrivée du train, la séparation des familles, la tromperie finale et la mort dans les chambres à gaz. La dynamique quotidienne dans ces camps avait une précision si froide qu'elle semblait industrielle. Tout commençait sur les voies ferrées. Les trains arrivèrent chargés de centaines ou de milliers de déportés qui avaient passé des jours enfermés dans des wagons à bestiaux sans eau ni nourriture. Lorsque les portes s'ouvraient, les gardes hurlaient des ordres, les chiens aboyaient, les prisonniers trébuchaient en essayant de descendre et le quai se transformait en un chaos de corps affaiblis tentant de s'orienter. La sélection était le premier acte de la journée. Un médecin des SS, d'un simple geste de la main, envoyait certains d'un côté, celui des travaux forcés temporaires, et d'autres vers le chemin menant directement à la mort. Ce processus durait moins de 10 secondes par personne. On ne demandait ni nom, ni histoire, ni origine. Peu importait qu'il s'agisse d'un médecin, d'un musicien, d'un rabbin ou d'un enfant. La décision dépendait de l'apparence physique immédiate. Les personnes âgées, les femmes avec des bébés et les malades, étaient presque toujours envoyées à gauche, vers les chambres à gaz. Pour ceux sélectionnés pour mourir, la journée se terminait à peine commencée. Ils étaient conduits vers un bâtiment qui semblait être une salle de bain. Les panneaux parlaient de douche, de désinfection, de vêtements propres. Tout était calculé pour éviter la panique et maintenir l'ordre. Les prisonniers laissaient leurs affaires sur des patères numérotés, convaincus qu'ils les récupéreraient. Ils entraient en groupes nombreux et on leur ordonnait de respirer profondément. La porte se refermait. En quelques minutes, le silence remplaçait les cris. Le processus suivant était tout aussi méticuleux. Les Sonderkommando, prisonniers juifs forcés de travailler dans les phases suivant la mort, retirèrent les corps, coupèrent les cheveux, extrayaient les dents en or et les transportèrent vers les crématoires ou vers les bûchers en plein air lorsque le volume de meurtre dépassait la capacité des fours. Ce travail, effectué sous menace de mort,
détruisait émotionnellement ceux qui l'accomplissaient. Chaque jour, il voyait des centaines de nouveaux corps. Chaque jour, il savait que le groupe suivant de Sonderkommandos remplacerait le précédent lorsqu'il deviendrait inutile. Pour ceux sélectionnés pour vivre quelques semaines de plus, la journée prenait un autre rythme, tout aussi brutal. Après la sélection, ils étaient introduits dans des baraquements surpeuplés. Certains travaillaient immédiatement au déchargement des trains, au tri des affaires, au nettoyage des restes, au creusement de fosses ou au transport de matériaux. D'autres étaient envoyés dans des camps de travail satellites. Le travail commençait dès la première heure du matin. Il n'y avait aucun repos. La nourriture, une soupe encore plus aqueuse que dans les camps de travail forcés et un morceau de pain dur, ne suffisaient pas à soutenir un corps soumis à une telle exigence. La malnutrition transformait les personnes en ombre. Leurs visages se creusaient, leurs côtes se dessinaient, leurs jambes devenaient instables. La violence était constante. Les gardes frappaient pour n'importe quelle raison. Les sélections internes, effectuées périodiquement dans le camp pour éliminer ceux qui n'étaient plus utiles, semaient la terreur. Un prisonnier pouvait survivre 3 jours ou 3 semaines. Personne ne le savait. La survie dépendait d'affectations de travail moins mortelles, de petits actes de solidarité, de restes de nourriture ou simplement de chance. Les nuits étaient un supplice. Les baraquements se remplissaient de malades, de gémissements, de pleurs étouffés. L'odeur des corps non lavés, des blessures infectées et de l'humidité remplissait l'air. Dormir était presque impossible. Beaucoup craignaient de fermer les yeux et de ne pas se réveiller. D'autres craignaient de se réveiller au milieu d'une nouvelle sélection ou d'une exécution arbitraire. L'obscurité n'apportait aucun soulagement. Elle apportait l'incertitude. Dans ces camps, la dégradation absolue n'était pas un effet secondaire, elle était un objectif. Les nazis conçurent chaque espace pour détruire corps, esprits et liens humains. La mort était si quotidienne qu'elle ne surprenait plus. Tout était pensé pour que le temps s'écoule comme un cycle répétitif de travail, faim, coups, peur et mort. À partir de 1940, cette structure fonctionna sans répit. Les trains arrivèrent chaque jour. Les chambres à gaz fonctionnaient chaque jour. Les crématoires brûlaient chaque jour. La machine ne s'arrêtait que lorsqu'il n'y avait plus de combustible, lorsque le vent empêchait d'allumer les bûchers ou lorsqu'un soulèvement temporaire, comme une attaque ou une tentative désespérée de fuite, obligeait à une brève pause. La tragédie était si vaste que de nombreux survivants affirmèrent que le temps dans le camp ne pouvait pas se mesurer en jours ou en semaines, mais en état d'épuisement et en moments entre les sélections. La vie se réduisait à une seule question. Survivrai-je jusqu'au prochain lever du soleil? La résistance juive. Dans les ghettos, dans les forêts, dans les camps d'extermination et même dans les convois en route vers la mort, la résistance juive surgit comme une expression complexe, multiple et profondément humaine. Elle ne se limita pas uniquement à des soulèvements armés, bien qu'il y en eût extraordinaires et héroïques, mais comprit aussi une résistance culturelle, spirituelle, documentaire, clandestine. Dans un monde construit pour les détruire, chaque acte d'affirmation, chaque mot préservé, chaque enfant caché et chaque arme improvisée constitua un défi direct au projet nazi. La résistance juive ne naquit pas de l'espoir de triompher militairement, mais de la conviction que même lorsque tout semblait perdu, la dignité ne devait pas être abandonnée sans combat. Parmi toutes les formes de résistance, la plus emblématique fut l'insurrection du ghetto de Varsovie, en avril 1943. Là, après des mois de déportation massive vers Treblinka, un groupe de jeunes mal armés décida que le prochain transport serait affronté par la force. L'organisation juive de combat, connue également sous le nom de Jobbé, et le Jezedové, l'Union militaire juive, réunirent des armes improvisées, quelques pistolets, des bombes artisanales, des bouteilles incendiaires fabriquées dans des sous-sols clandestins. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'armée allemande, mais ils savaient aussi qu'autoriser la liquidation sans lutter reviendrait à accepter leur destin sans laisser de témoignage. Lorsque les troupes allemandes entrèrent dans le ghetto le 19 avril, elles s'attendaient à une déportation routinière. Elles se retrouvèrent face à des tirs depuis les toits, des embuscades dans les ruelles et des tireurs cachés derrière des fenêtres détruites. Les premières heures surprirent les Allemands, qui durent reculer. Pendant près d'un mois, malgré la disproportion absolue des forces, les combattants juifs résistèrent parmi les ruines et les tunnels.
Bâtiment après bâtiment, les SS incendièrent des blocs entiers pour les expulser. Mordechai Anielewicz, chef de la Job, écrivit dans sa dernière lettre qu'ils avaient accompli le rêve de la jeunesse juive, que la résistance soit possible. Lorsque le ghetto ne fut plus que cendre, leur lutte était déjà devenue un symbole de la résistance humaine face à l'extermination. Un autre soulèvement extraordinaire eut lieu à Sobibor, un camp conçu exclusivement pour tuer. Là, en octobre 1943, un groupe de prisonniers dirigé par Alexandre Pechersky, un officier juif soviétique, organisa une rébellion audacieuse. Ils assassinèrent plusieurs officiers SS grâce à des ruses et des embuscades, désarmèrent des gardes, coupèrent des lignes de communication et provoquèrent un chaos qui permit à environ 300 prisonniers de s'échapper vers les forêts. La majorité fut ensuite capturée, mais des dizaines survécurent jusqu'à la fin de la guerre. Leur succès conduisit les nazis à fermer Sobibor et à le détruire pour effacer les traces du soulèvement. À Treblinka, un autre groupe de prisonniers du Sonderkommando organisa une révolte en août 1943. Ils volèrent des armes, mirent le feu aux installations et attaquèrent les gardes. Près de 200 prisonniers réussirent à fuir. Environ 70 survécurent à la guerre. La rébellion démontra que même dans un lieu conçu pour anéantir en quelques heures, l'organisation clandestine pouvait défier la brutalité. La résistance prit aussi des formes silencieuses mais profondes. Dans le ghetto de Vilnius, des groupes culturels clandestins organisaient des lectures, des pièces de théâtre et des débats philosophiques pour préserver l'identité face au dépouillement total. Le FPO, l'Organisation Partisane Unie, opérait en secret, créant des réseaux de communication et des cachettes, tentant d'acquérir des armes et d'organiser des unités de guérilla pouvant fuir vers les forêts. Leur devise « Ne nous laissons pas mener comme des moutons à l'abattoir » devint un cri de dignité dans tout l'Est européen. Les archives clandestines furent une autre forme essentielle de résistance. À Varsovie, le groupe Oneg Shabbat, dirigé par Emmanuel Ringelblum, documenta minutieusement la vie dans le ghetto, journaux, photographies, rapports, recettes, lettres d'adieu, dessins d'enfants. Tout fut enterré dans des boîtes métalliques et des bidons de lait, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un les retrouve. Après la guerre, une partie de l'archive fut récupérée et devint un témoignage incomparable de l'expérience juive sous le nazisme. Dans les forêts de Pologne, de Biélorussie et d'Ukraine, surgirent des groupes de partisans juifs, souvent composés de personnes ayant échappé au ghetto ou au transport. Certains groupes agissaient de manière indépendante, d'autres s'intégrèrent à des unités soviétiques. La famille Bielski, par exemple, construisit un campement secret dans les forêts de Naliboki, où elle parvint à sauver plus de 1200 juifs, créant une enclave autosuffisante avec ateliers, écoles improvisées et systèmes de sécurité. Ils combattirent, sabotèrent des lignes ferroviaires et résistèrent à des attaques constantes. La résistance se manifesta aussi dans des actes minimes mais courageux à l'intérieur des camps. Des prisonniers cachaient des enfants lors des sélections, des femmes volèrent de la poudre dans des usines allemandes, des médecins utilisaient leur position pour sauver des vies, des ouvriers sabotèrent des machines ou produisaient des outils défectueux. À Auschwitz, un groupe de femmes, Rosa Robota, Alla Gertner, Estusia Weichblum et Regina Saphirstein, réussit à sortir de la poudre de l'usine de munitions et la remit au Sonderkommando pour le soulèvement d'octobre 1944, lorsqu'ils détruisirent un des crématoires avant d'être exécutés. Il y eut même une résistance spirituelle, prières murmurées en secret, célébrations clandestines de fêtes, enfants instruits dans leurs traditions, rabbins continuant d'enseigner à voix basse. Ces gestes, invisibles pour les gardes, rappelaient que le judaïsme ne serait pas totalement effacé. Chacune de ces formes de résistance, des armes improvisées à l'acte de partager le dernier morceau de pain, révélaient une même vérité. Lorsque le monde s'effondrait, beaucoup de Juifs refusèrent d'accepter que la mort soit la seule réponse possible. Ils résistèrent, parce que c'était la seule manière d'affirmer que, même au sein de l'enfer, leur humanité persistait. Mais à mesure que la guerre avançait et que la machine nazie commençait à montrer des fissures, une autre étape décisive approchait. Depuis l'Est, des armées inattendues libérèrent les premiers camps et, avec eux, révélèrent au monde ce qui se passait derrière les murs électrifiés. La libération des camps.
L'aube du 27 juillet 1944 arriva avec une rumeur qui parcourut Majdanek comme un vent étrange. Les prisonniers entendirent des détonations lointaines, des ordres confus et le bruit accéléré de moteurs qui n'appartenaient pas aux gardes. Quelques minutes plus tard, les soldats soviétiques franchirent les barbelés. Ils ne tirèrent pas, il n'y en eut pas besoin. Le camp, partiellement évacué et détruit à la hâte par les SS, resta silencieux. La libération du premier grand camp d'extermination ne fut pas un acte héroïque, mais une découverte. Les Soviétiques ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver, et les prisonniers n'imaginaient pas qu'ils étaient sur le point de revoir le monde extérieur. La scène était déconcertante. Les soldats avancèrent entre des baraques vides, des montagnes de chaussures, des amoncellements d'os calcinés et des entrepôts remplis d'objets volés. L'odeur de la mort imprégnait chaque recoin. Certains prisonniers, trop faibles pour se lever, regardaient les libérateurs avec méfiance. Ils avaient vu tant d'uniformes et entendu tant de promesses qu'ils ne savaient pas s'ils devaient croire à la délivrance. D'autres, en reconnaissant qu'il ne s'agissait pas d'Allemands, pleurèrent sans émettre de son, comme si leur voix s'était effacée dans le camp. Ceux qui pouvaient encore marcher se traînèrent vers les soldats et les embrassèrent, sans comprendre ce qui se passait. Majdanek fut le premier camp libéré, mais pas le dernier. À mesure que l'armée rouge avançait depuis l'Est et que les Alliés progressaient depuis l'Ouest, les camps tombèrent l'un après l'autre. Cependant, la libération ne signifia pas une fin immédiate de la souffrance. Dans de nombreux lieux, les nazis tentèrent d'effacer les preuves. Ils détruisirent des crématoires, brûlèrent des documents et forcèrent les prisonniers à marcher dans de longues marches de la mort vers l'intérieur de l'Allemagne. Des milliers moururent en route, abattus, frigorifiés ou épuisés. Malgré cela, certains camps furent trouvés pratiquement intacts. À Auschwitz-Birkenau, libéré le 27 janvier 1945, les Soviétiques entrèrent dans un lieu qui semblait figé dans le temps. Les bâtiments tenaient encore debout, les clôtures électrifiées crépitaient toujours, les chambres à gaz étaient endommagées mais intactes, et les entrepôts regorgeaient de valises, jouets, lunettes et amas de cheveux humains emballés dans des sacs industriels. Les prisonniers survivants, environ 7000, trop malades ou trop faibles pour avoir été évacués, erraient comme des ombres dans la neige. Beaucoup ne comprirent pas qu'ils étaient libres. S'approcher des soldats et dire « Ich bin Jude », c'est-à-dire « Je suis juif », était un acte chargé de peur. Pendant des années, cette phrase avait signifié une condamnation à mort. L'impact émotionnel sur les libérateurs fut aussi profond que déconcertant. Aucun soldat soviétique, américain ou britannique n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Ce n'était pas seulement le nombre de corps, mais tout le système, l'architecture pensée pour tuer, l'efficacité industrielle appliquée à l'extermination, l'ampleur inimaginable du crime. Les soldats tentèrent d'offrir de la nourriture aux survivants, mais beaucoup moururent en l'ingérant. Leur corps, dévasté par la faim, ne pouvait pas supporter d'un coup des aliments trop lourds. Les médecins improvisèrent des soins, mais l'ampleur des dégâts physiques était immense. À Buchenwald, libéré par les Américains en avril 1945, les survivants se rangèrent devant les caméras des correspondants, montrant des corps squelettiques qui devinrent l'une des premières preuves photographiques de l'Holocauste. À Bergen-Belsen, les Britanniques entrèrent le 15 avril dans un enfer de cadavres entassés, de baraques infestées de typhus et de prisonniers incapables de bouger la tête. Ils y trouvèrent Anne Frank, morte peu auparavant, et des milliers de personnes qui ne pouvaient plus parler, reconnaître des visages, ni se souvenir de leurs noms. La scène était si dantesque que beaucoup de soldats vomirent en entrant. D'autres pleurèrent sans se cacher. Le processus de soins médicaux fut désespéré. Les équipes sanitaires improvisèrent des hôpitaux de campagne, distribuèrent des aliments en petites rations et commencèrent des traitements contre le typhus et d'autres maladies. Mais pour de nombreux survivants, la libération arriva trop tard. À Bergen-Belsen, plus de 13 000 moururent après la libération, incapables de se remettre des conditions extrêmes du camp. Malgré tout, les médecins et infirmières firent tout leur possible, travaillant jour et nuit parmi des cadavres qu'on ne pouvait retirer assez vite. Le choc émotionnel frappa aussi les survivants. Certains cherchèrent frénétiquement des membres de leur famille qui ne reviendraient jamais. D'autres erraient autour du camp sans but, incapables de comprendre la liberté. Quelques-uns s'agrippèrent aux uniformes alliés comme à des bouées,
D'autres éclatèrent en sanglots en comprenant que leur monde, leur maison, leur famille, leur ville avaient disparu pour toujours. Pour beaucoup, la libération signifia une nouvelle forme de solitude. La réaction des libérateurs évolua rapidement. Après l'horreur initiale, ils comprirent l'importance de tout documenter, photographies, films, rapports. Les Alliés savaient que, sans ces preuves, le monde ne croirait pas à l'ampleur du crime. Les images parcoururent journaux, actualités et archives militaires, ébranlant la conscience internationale. Pour la première fois, le monde vit les traces du génocide non comme des rumeurs, mais comme une réalité irréfutable. Après la libération, les survivants furent transférés dans des camps de déplacés, où ils attendaient des nouvelles de leur famille ou cherchaient comment recommencer une vie à partir de rien. Certains retournèrent dans leur ville natale pour découvrir que leur maison avait été occupée ou détruite. D'autres émigrèrent en Palestine, aux États-Unis ou en Amérique latine, emportant avec eux des cicatrices physiques et émotionnelles qui les accompagneraient toujours. La libération n'effaça pas le passé, mais ouvrit un chemin vers la reconstruction. Pourtant, en 1945, alors que les premiers camps tombaient les uns après les autres, des millions de personnes dans le monde ne comprenaient toujours pas pleinement ce qui s'était passé. Il fallut le procès de Nuremberg, les témoignages, les archives retrouvées et les voix des survivants pour révéler l'ampleur totale du crime. Mais dans ces premiers jours, lorsque les soldats franchissèrent les portails et trouvaient des visages faméliques tentant de sourire, le message était simple et profond. La machine de mort avait pris fin, et avec elle commençait la lutte pour comprendre, se souvenir et reconstruire.